Bonsoir à tous. Une autre fois, bienvenue à l'émission « Quand le passé se fait présent ». Aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale du fait que nous avons 3 personnes à rencontrer. 3 personnes qui ont en commun une vie active, qui ont en commun un sens du service, un sens de la communication, et puis qui ont aussi et surtout en commun une retraite qu'ils ont voulu active, qu'ils ont voulu centrer sur leur goût, sur ce qu'ils désiraient réellement. Ils ont en commun une retraite heureuse. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec M. Éddy Thérien. Bonjour, M. Thérien. Bonjour, madame. Et puis, c'est vrai que vous respirez le bonheur. Merci. Tous les 3, d'ailleurs, nous ferons la connaissance de vos compagnons tantôt. Monsieur Thérien... La ferme, de toute façon. Et bien sûr de retraite, mais on va commencer par vous connaître, voir un peu qui vous étiez tout au long de votre vie, là, qui vous a acheminé à être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire animateur, disons-le tout de suite, de cours de pré-retraite à l'École des aînés du Cégep de Trois-Rivières. Alors, Monsieur Thérien, vous m'avez dit, je suis né dans un trou. Oui. Vous avez dit ça tantôt, là. Dans un trou actuel. Dans un trou actuellement. Vos souvenirs sont finis, là. Oui, je suis venu à Asbestos, une ville minière dans le canton de l'Est. Et l'endroit où nous demeurions est maintenant à peu près dans le centre du trou de la mine. Bon. Alors, la maison de naissance, c'est fini? C'est fini. Ils en ont fait un exercice d'incendie dans le temps. Alors, je suis né là. Je suis d'une famille de 8 enfants, 6 survivants. Mon père a travaillé dans la mine. Et, bon, j'ai fait des études pas universitaires. J'ai fait des études assez simples pour en arriver à l'âge d'une vingtaine d'années à peu près à entrer dans une entreprise qui était dans le temps de Shawinigan Water and Power. Et comme nous étions dans une petite ville, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est à peu près tous éparpillés. Les frères, bon, oui, d'un endroit et dans l'autre. Alors, c'est devenu... il n'y a pas tellement de noyau familial dans un même endroit. Mais votre père, est-ce qu'il travaillait à la mine d'Asbestos? Oui, mon père travaillait à la mine d'Asbestos. Mon frère aîné a travaillé là, a fait sa carrière aussi là. Et dans notre famille, nous étions, mes parents étaient du côté américain. Nous avions, les 3 premiers chez nous sont des citoyens américains au départ. D'où vient le prénom Éddy? C'est pas mal américain? Oui, mais ça vient du temps que j'étais au séminaire de Sherbrooke. Bon? Parce qu'il y avait 600 élèves, 300 étaient des pensionnaires américains. Et le surnom m'est venu comme ça par des gens qui étaient à l'école avec moi. Mais votre prénom à la naissance? C'était Édouard. Ah, Édouard. Peu de personnes me connaissent sous le nom d'Édouard, à part que dans le bottin téléphonique, là. C'est très pompeux. Mais c'est... Oui. Alors, vous me dites, vous étudiez, puis à 20 ans, vous vous retrouvez à la Shawinigan. À 20 ans, je me retrouve à la Shawinigan et j'étais 37 ans, en fait, dans l'entreprise qui est devenue Hydro-Québec, évidemment. Oui. Et j'ai fait plusieurs endroits, Victoriaville, La Beauce, Lévis. Vous avez dû commencer un peu au bas de l'échelle? Oui, oui. Et dans ce temps-là, c'était électricien d'appareillage. Alors, c'était la base. Et avec les années, vous savez, dans ces années-là, c'était très important de réussir dans la vie. La culture que nous avions, d'ailleurs, tous les gens qui sont en Amérique du Nord. Alors, il fallait se faire une carrière, il fallait se faire une job. Et c'est dans ce sens-là que je suis ce qu'on appelle un self-made man. Mais trouvez-vous que c'était plus important? Vous m'avez dit en ce temps-là. Est-ce que c'était plus marqué qu'aujourd'hui, ce désir de grimper, là? Oui, je crois. Vous pensez? Je crois. Lorsque j'étais jeune, il y avait une ligne de pensée que, bon, les mamans voulaient qu'un des enfants soit prêtre. Oui. Alors, moi, j'étais le bébé et ma maman m'avait aligné sur la prêtrise. Désigné. Oui. Disons que je ne serais peut-être pas resté là tellement longtemps. Mais il y avait un besoin dans ce temps-là d'avoir un emploi. C'était peut-être plus facile aujourd'hui d'avoir un emploi qu'on faisait toute une carrière à ce même endroit. Et bon, j'ai rentré dans ça. Mais toutes les étapes ont fait que
on était axé sur le fait qu'il fallait progresser, monter. Oui. Alors, c'est comme ça que d'une région à l'autre, il y avait toujours une promotion qui se faisait. C'est vrai que le contexte de travail était tellement différent. Aujourd'hui, personne n'est certain de rester 3 ans dans la même entreprise. Non, mon fils, d'ailleurs, mon aîné, moi, à ma grande surprise, il me dit il y a quelques années, tu sais, papa, des gens comme toi, là, ça n'existera plus. Il dit, moi, 2, 3, 4 travails dans ma vie, il n'y a rien là. Non, aujourd'hui, c'est... Alors, moi, évidemment, ça m'inquiète de par ma culture, mais mon garçon ne semble pas inquiet de ça. Non, je pense que c'est l'idée générale. Ouais. Alors là, vous arrivez là, puis vous travaillez, vous gravissez des échelons. Ouais. Parlez-nous un peu de votre carrière. Vous avez voyagé beaucoup. Oui, oui, en fait, bon, j'ai fait 4 villes dans la province, ici. Et en 83, je suis allé au Cameroun, en Afrique, pour 4 ans. Mais là, c'est une toute autre histoire. On peut achever, par exemple, votre vie professionnelle, si vous y tenez. Là. Vous restez 4 ans au Cameroun, dans quel travail? C'était dans un programme de transfert technologique, Hydro-Québec International. Alors, travail de recherche un peu? Non, non, un travail les méthodes de travail que nous avions ici, techniques. On devait les adapter, les transférer dans une autre entreprise d'électricité. Au Cameroun, c'était la Sonel. Et il y avait des gens qui étaient, moi j'étais au niveau des postes centrales, il y avait des gens qui étaient au niveau de comptabilité, des gens qui étaient au niveau de l'informatique, il y avait des gens dans tous les domaines dans ce programme-là. Oui. Alors là, vous y allez, vous restez 4 ans. Puis vous rentrez ici au Québec. Oui. Puis tout doucement, vous vous acheminez vers la retraite. C'est ça. Bien, vous rentrez, vous n'avez pas un poste de direction en rentrant? C'est-à-dire que... La réussite? Avant de partir, j'étais chef de division. J'étais cadre 2e niveau, qu'on appelle. Et l'Afrique, entre autres, m'a fait réfléchir beaucoup. Nous, ici, notre façon de gérer, notre façon de, il faut le dire, directive, entre guillemets, dans le temps, moi j'ai été élevé dans ce mode-là, ce n'est que dans les pays qui sont très productifs, des pays qui sont capitalistes. Lorsqu'on arrive en Afrique, quel que soit le pays, lorsqu'on arrive dans un pays de tiers-monde, c'est tellement différent. L'important, c'est beaucoup plus sur la communication, les relations interpersonnelles, l'entraide, le support. C'est beaucoup plus sur ça. Oui. C'est beaucoup plus axé sur l'être humain. Alors, dans la période que j'ai été là-bas, je me suis posé une foule de questions. De telle sorte qu'en revenant ici, j'ai refusé systématiquement tout poste de direction. Je ne voulais pas revenir dans ce mode de gestion. Alors, j'ai été quelques années, j'attendais d'être éligible à ma pré-retraite. Et lorsque le temps est arrivé, j'ai tout simplement quitté avec un grand sourire parce que mes valeurs avaient changé. Oui. Et puis c'est là-bas, c'est votre séjour en Afrique qui vous a fait poser... Deux grandes choses. Bon, mon séjour en Afrique, oui, évidemment, mais il y a surtout mon amour de femme. Votre épouse, j'allais y arriver. Mon amour de femme est une personne... qui vit beaucoup au niveau de ses émotions, au niveau du cœur. Elle s'appelle Lise. Elle s'appelle Lise. Et moi, je suis quelqu'un beaucoup plus rationnel. Alors, quelqu'un de rationnel, de mon âge, avec une cuirasse de métal pour ne pas montrer nos émotions, il y a une difficulté lorsqu'on arrive dans la cinquantaine. Et mon épouse m'a fait beaucoup cheminer dans ce sens-là. C'est deux grandes choses qui me sont arrivées, qui ont fait qu'à la cinquantaine, d'ailleurs, comme toutes les personnes, à la cinquantaine, normalement, on se fait un bilan, on se pose des questions. Pas seulement qu'à cet âge-là, mais à cet âge-là, on s'en pose. Sur tout ce qu'on a fait dans le passé et où on s'en va. Et quand on voit arriver la fin de notre vie active, entre guillemets. Oui, c'est ça. Alors, vous avez vécu toutes ces années en Afrique ensemble, vous avez cheminé ensemble, et puis vous rentrez ici. Là, vous n'êtes plus le même, là. Non. C'est-à-dire que je suis plus le même dans le sens que j'ai appris beaucoup plus le sens de la communication, mais profonde.
pas parler pour parler. Parler pour se dire des choses, échanger. Et j'ai cheminé beaucoup dans le sens du support, de l'entraide, l'écoute des gens, la socialisation. Évidemment, je l'avais probablement latent, mais ça, c'est toutes des valeurs normalement, là, que moi, en tout cas, que je camouflais, que je captais à l'intérieur. Mais vous avez cheminé, avez-vous cheminé seul avec votre épouse ou bien vous êtes-vous donné des moyens, je ne sais pas, des cours? C'est plutôt seul avec mon épouse. Et ce qui a fait que, lorsque j'ai été, au temps de revenir ici, je me suis dit, bon, je fais des choix. Je ne retourne plus dans tel et tel et tel travail, je vais prendre ma retraite et je vais me faire des choix au niveau de mes activités. Parce que la prise de retraite, il y a une grande chose qui nous arrive, c'est qu'on a le choix de nos activités qui doivent correspondre à qui nous sommes. C'est dans ce sens-là qu'on se donne des moyens en faisant des choix de ce que nous voulons faire. Et c'est là-dessus que vous avez travaillé avec votre épouse toujours? Oui. Comme ça, ça ne vous faisait pas peur? Retraite, ça n'était pas inactivité, ça n'était pas ennui, ça n'était pas... Je pense que retraite, en fait, le mot retraite, dans le sens qu'on l'entend, là, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas être ça? Moi, une retraite, je pense que je ne prendrai jamais ma retraite. Le mot retraite, je ne l'écris pas comme les gens l'écrivent. Je l'écris retraité. Traité d'une autre façon. Traité différemment. Oui. Alors, j'ai tout mon temps, j'ai 2000 heures de plus par année à traiter, maintenant que je ne suis plus dans un travail rémunéré. Oui. Mais je continue à travailler, je continue à faire des activités, mais qui sont devenues sans stress, qui sont devenues des loisirs. Et quel est ce retraitement que vous vivez maintenant? Alors, ce retraitement, c'est un choix au niveau de dire qu'est-ce qui va me tenir en santé globale? Qu'est-ce qui va me donner une meilleure qualité de vie? Et au niveau de la santé globale, c'est qu'on pense souvent que la santé, si je vous dis « êtes-vous en santé », la plupart des gens vont me dire... non, bon, j'ai mal aux jambes. Alors qu'être en santé, c'est beaucoup plus que la santé physique. Alors, mes choix sont axés pour être en santé, mais des 5 santé qui font la santé globale. Globale, c'est-à-dire? La santé physique. Oui, ça se comprend. La santé psychologique ou mentale, la santé émotionnelle, la santé sociale et la santé spirituelle. Mais c'est terrible, M. Terrien, c'est tout un programme, ça. Mais c'est la vie. Alors, mes activités et les activités de chaque être humain, lorsqu'ils vont retraiter leur temps, c'est de diversifier leurs choix, des choix, pour être capable de répondre à ces besoins-là. Alors, si je parle de ma santé physique, c'est peut-être la partie que je néglige le plus. Je devrais faire un peu de marche. Mais au niveau de ma santé psychologique et mentale, c'est important que j'aie des activités qui vont me tenir psychologiquement en équilibre. Éveillé. Éveillé. Que je dois apprendre des choses. Je dois toujours être à l'affût d'apprendre des choses. Au niveau de ma santé émotionnelle, je dois être bien dans ma peau. Je dois aussi être en équilibre avec ce que j'aime. Mais ça ne se commande pas, ça, quand un événement un peu émouvant vous tombe dessus, là? Oui, évidemment. Bon, il y a des événements dans la vie. Oui, il y a des événements dans la vie qui sont incontournables. Oui. Bon, j'ai perdu mes parents. Bon, comme tout le monde, ça fait normal. C'est normal dans la vie. Mais il y a des choix d'activités qui vont faire que je vais être bien émotionnellement. Oui, et intégrer ça. Exemple, l'animation des cours de pré-retraite. Je suis bien lorsque je suis dans la société, ou lorsque je suis avec Lise, ou que si je suis en société, avec les personnes qui m'entourent, si je suis bien émotionnellement, je vais vivre heureux. En fait, tout ce que je fais doit être fait avec amour. Avec amour. À ce moment-là, je vais passer ma vie en amour. Et oui, c'est ça. C'est logique. C'est logique. Oui. Alors, je dois faire des choix qui ne me donneront pas de contraintes de stress, qui ne me mettront pas mal avec moi. Je dois me donner le droit à l'erreur. Faire des essais, dire « Ah, ça, c'est pas pour moi. » Lorsqu'on est au travail rémunéré, on n'a pas le choix que de vivre dans un encadrement. Mais à la retraite, ça m'appartient. Alors ça, c'est ma santé émotionnelle. Ma santé sociale, je suis quelqu'un qui est souvent... je suis un solitaire. Je ne m'isole pas.
C'est une grande différence. Quelle différence faites-vous? Ça dit que j'aime vivre une solitude à un moment donné pour être capable de me retremper dans ma spiritualité. Oui. Il y a un lien entre toutes les santé. Me retrouver moi-même, me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais actuellement? Ici, maintenant. Très important. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'aime vivre ma solitude et ça donne que Lise aime aussi vivre une certaine solitude. Oui. Alors, on se retrouve, elle et moi, dans la nature, à la pêche, en contact avec l'environnement et là, on vit une belle solitude. C'est un ressourcement. C'est un ressourcement. Oui. Et j'ai aussi une partie sociale, parce que ma santé sociale, je ne dois pas toujours être seul ou être seul avec Lise. J'ai aussi mes activités. Et l'animation des cours de pré-retraite font que je vis ce côté social-là, mais je ne le vis pas d'une façon... décousue. Décousue. Je suis avec un groupe et ensemble, nous cheminons en regardant le bilan. Ce groupe, est-ce que c'est dans le cadre de l'École des aînés? Oui. Oui. Alors, c'est là que vous êtes arrivé petit à petit comme animateur. C'est exact. Dans les quelques années avant que je prenne ma retraite, j'ai suivi un cours de pré-retraite avec Lise, de Jean Guy d'ailleurs, qui est responsable de l'École des aînés. Et... dans le temps, Jean m'avait dit, si jamais un jour ça t'intéresse, peut-être que tu pourrais animer. Et le développement s'est fait au niveau des cours. Et finalement, il y a eu plus d'entreprises, il y a eu plus de gens qui ont voulu suivre ça. Et Jean est venu me chercher pour animer ces cours-là. Peut-être parce que je parle beaucoup, mais il faut aussi savoir écouter. Il faut parler pour donner un cours. Alors, et j'ai commencé à animer des cours comme ça. Ce qui m'intéresse toujours dans cette animation-là, c'est la profondeur des discussions qu'il y a. Quel sujet, comment est-ce que c'est structuré, votre cours? Il y a trois grands axes dans un cours. D'abord, un cours de pré-retraite, c'est un bilan. C'est un bilan que chacun fait individuellement, personnellement, pour être capable de dire maintenant, je viens de là, je suis ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans quelques temps? Et dans cet aspect-là, on touche trois grands axes. Premier axe financier, c'est les gens qui pensent que ça va être le seul problème à la retraite. Alors, financier. Et le deuxième axe, c'est la partie santé. Et enfin, c'est l'adaptation psychologique. Intérieure, oui. Intérieure. Et c'est là qu'on se pose des questions. Non seulement l'individu, mais ceux qui sont en couple aussi en couple. C'est une très belle période où on peut se donner ouvrir une communication. On pense que dans un couple, on se connaît. Souvent, dans un couple, on arrive à la retraite et on n'est pas des purs étrangers, mais presque, parce qu'il n'y a pas eu de communication suffisante. Mais j'imagine comme ça qu'un couple, c'est préférable qu'ils viennent prendre ce cours ensemble. Les deux peuvent cheminer, c'est presque indispensable. C'est presque indispensable, parce qu'on se pose des questions où le couple va aller, après ça, sur sa tête d'oreiller, où ils vont échanger ensemble, ils vont se découvrir, ils vont découvrir des goûts qui étaient cachés, qu'ils ignoraient complètement. Mais des critères pour entrer à l'École des aînés. Moi, par exemple, je suis en âge là, de penser à ma retraite. Qu'est-ce que je fais? Comment, où on s'adresse? Au Cégep de Trois-Rivières, il y a ce qu'on appelle l'École des aînés, la formation continue. Puis des prérequis? Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis. Parce qu'il y a plusieurs cours qui se donnent dans beaucoup de choses. Il y a de la cuisine au masculin, il y a de l'informatique, il y a des cours de pré-retraite, il y a des cours de langue, un paquet de choses. Alors, n'importe qui s'annonce là, puis il regarde le programme et dit, moi, j'aimerais essayer. Et ce qui est intéressant à cette École des aînés-là, c'est que on n'a pas de devoir, on n'a pas de leçons, on n'a pas besoin de diplôme. On arrive avec notre bagage et notre expérience de vie et on prend ce qui fait notre affaire. Eh bien, là, vous me donnez envie d'aller voir ce qui s'y passe vraiment, M. Terrien. Peut-être aussi de me préparer une retraite intelligente et heureuse. Alors, j'aimerais vous laisser le mot de la fin pour les personnes qui vous écoutent. Le mot de la fin, je dirais qu'il y a une chose d'importante. Une chose qui est très importante. Lorsqu'on a 2000 heures de plus, 2000 heures de plus par année, lorsqu'on prend la retraite, on doit tout faire pour se donner une belle qualité de vie et surtout ne pas oublier
que la dernière chose qui va probablement me rester à la fin de mes jours, ça va être ma capacité d'aimer. C'est important qu'on traite ça tout de suite. Eh bien, je vous remercie pour cette belle finale que nous allons essayer de mettre en pratique. Merci, M. Terrien. À bientôt. Merci, Mme Monster. Eh bien, je vous invite à rester avec nous pour la suite de cette rencontre avec nos 2 prochains invités. Merci. À l'école. Elle ouvre bien des portes, autant chez les enfants que chez le personnel enseignant. Il prend beaucoup d'initiatives. Au travail. Je sais pas un mot à dire quand Fred, il fait partie de la famille maintenant. Là. À la maison. Ça va bien ici. On a une semaine merveilleuse, les amis. L'intégration communautaire, ça marche. Oh, ma vie à moi, c'est juste parfait. Eh bien, nous continuons avec Mme Mariette Baudouin, avec M. Lommaire-Boursier. Si vous voulez, madame, on va commencer par vous. Votre beau sourire, votre joie de vivre. Oui. Vous êtes madelinoise. Je suis madelinoise. Je suis née en face du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Ah! Voilà le nom de Marie. Bon, vous étiez bénie dès votre naissance. Je ne sais pas si j'ai été bénie, mais en tout cas, j'étais la 12e d'une famille de 13 enfants. Fait que, il y avait beaucoup de monde dans la même maison. Beaucoup de tapage et beaucoup aussi de règlements parce que les parents étaient quand même à ces moments-là très autoritaires. On avait à obéir parce qu'il y avait trop de monde. On ne pouvait pas chahuter continuellement. Alors les parents devaient faire une autorité au milieu de ça. Fait que ça a apporté probablement la socialisation que j'ai ressentie plus tard, qui m'a amené à vouloir cheminer dans d'autres secteurs, à voir à côté, à voir un peu plus loin. Parce que j'imagine, 12e de 13 enfants, il faut faire sa place, hein? Oui. À un moment donné, il faut maintenir ses positions. Mais il y a un facteur, je dis, la 12e de 13 enfants, vous êtes beaucoup plus choyés. Ah oui. Parce que là, les aînés sont plus grands, comme de raison. Et puis là, vous êtes les petits bébés. Fait que là, on vous donne beaucoup plus d'attention. Et les parents aussi donnent beaucoup plus d'attention. Parce que par moments, moi, j'ai eu l'impression que j'avais pas juste des parents, j'avais même des grands-parents à l'intérieur de mes parents. Tellement que j'étais surprotégée. Un bon coup, j'ai été surprotégée. Peut-être trop, parce que comme tout enfant, tu veux avoir une certaine liberté à l'intérieur de ça, une indépendance. Oui. Mais j'ai dit, il faut que tu la cherches. Puis comme vous dites, il faut que tu fasses ton créneau ici à l'intérieur de la famille. Il faut que tu te crées toi-même. Et d'autres valeurs que vous avez apprises aussi dans une famille aussi nombreuse? Bien, dans une famille aussi nombreuse, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris la spiritualité. Parce que les parents étant très catholiques, à ce moment-là, ils se développent quand même si personnellement, vous dites, bon, c'est plus ou moins d'importance, mais en vieillissant, vous vous apercevez que la base est restée quand même, puis que vous pouvez y avoir recours. Puis j'ai dit, c'est une évolution. À part de ça, j'ai dit, au point de vue intellectuel, j'ai dit, le milieu familial était très évolué là-dessus. J'ai dit, on était quand même, tu sais, des gens, au point de vue éducation et tout ça, assez choyés. Des parents qui ont voulu que leurs enfants étudient, j'imagine. Oui. Ça, ce côté-là n'a jamais été négligé. Et vous-même, quelles études avez-vous faites? Moi, je me suis rendue, j'ai fait de l'école commerciale. Après ça, j'ai fait par la suite l'école d'aide sociale. Mais ça, c'était dans mon milieu de travail, au moment du travail. À ce moment-là, vous avez besoin d'un autre cheminement parce que votre travail a fonctionné autrement. J'ai dit, il y a eu d'autres choses. J'ai dit, il y a eu d'autres facteurs qui se sont raccrochés à ça. Mais vous avez travaillé dans plusieurs milieux au tout départ, là. Pas tellement de milieux. J'ai commencé dans un milieu de travail qui paraît assez curieux, mais j'ai commencé dans un garage, comme secrétaire. Comme secrétaire, j'aime mieux ça. Non, mais nécessairement, j'ai dit j'étais secrétaire, mais j'ai appris le nom des pièces des autos. Ah, parce que ça faisait vous étiez perfectionniste. Non, ça faisait partie de mon travail. Je devais tenir un inventaire perpétuel des pièces d'auto. Mais était-ce votre rêve d'être secrétaire? Non, mon rêve n'était pas d'être secrétaire. Mais j'ai dit, vu les moyens financiers des parents, vous deviez apporter de l'eau au moulin. Ça, c'était très important. Oui. Alors, à ce moment-là, moi, j'aurais voulu être soit journaliste
ou soit avocate. Ah, mais là, ça prenait... Ça prenait trop Oui. de temps. Et puis, j'ai dit pas juste ça, j'ai dit on n'avait pas les moyens qu'on a à la disposition des jeunes aujourd'hui, des bourses, des prêts, Oui, des choses oui. comme ça n'existait pas. Ah non, c'était les parents. On passe en arrière, vous savez. Oui. Quand le passé se fait présent, c'est bien ça. Oui, il y a quelques années. Après ça, bien là, j'ai cheminé, j'ai rentré, qu'on appelait ça ici, à Caritas Trois-Rivières, comme travail. Et là, c'était réellement socialisant. Puis c'est de là que j'ai suivi mon cours aussi de... Parlez-moi donc de ce Caritas, c'était en 1950 environ. À peu près, oui. Est-ce que c'était l'ancêtre de comment, Centraide? Non, c'est pas Non, ce n'est l'ancêtre pas de tout à Centraide. fait. C'était... Après ça, ça a porté le nom de Conseil régional de bien-être, mais c'était c'était sans but lucratif. Ça relevait des évêques, en fait. Ah, tiens. Puis Caritas Trois-Rivières, qu'on appelait, c'était international aussi, parce que vous aviez Caritas Paris, etc. Là, vous en aviez à l'intérieur des Europes, puis vous en aviez ici. C'était un mouvement qui s'était transporté outre-frontière, qui avait commencé, je pense, bien dans les Europes. Après ça, ça a évolué, puis on s'est appelé Conseil régional de bien-être. On a changé de statut, mais ça demeurait que à ce moment-là, on chapeautait des organismes comme la Fédération des œuvres, qui aujourd'hui vous appelez Centraide, Oui. mais qui a continué. Mais au milieu de tout ça, il n'y avait pas juste ça. On faisait beaucoup de recherches, mettons, sur les itinérants, sur les personnes âgées, sur les besoins des malades, en tout cas, etc., etc. Là. Et c'était toutes des choses comme ça. Fait que, mais la Fédération des œuvres, eux autres, on venait par ça aider les œuvres qui existaient présentement. À partir de là, on a fait un répertoire qu'on appelait des œuvres, tant des œuvres sociales que des œuvres gouvernementales ou des œuvres privées. Et si les gens appelaient, là, on avait formé un centre de référence qu'on appelait. Les gens pouvaient appeler et communiquer avec nous, puis on pouvait dire, bien, vous pouvez vous adresser à telle chose, pour telle et telle raison, selon le problème qui est suggéré. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui le service de renseignement, Après d'aide. ça, vous avez aussi l'aide juridique qui découle de ces recherches-là, qui existent aujourd'hui, puis que le gouvernement a pris à sa charge. Ah, vous avez milité et puis c'est devenu tellement indispensable. C'est devenu qu'il y a des œuvres qui ont quand même des organismes ou des œuvres, ou je ne sais pas quoi, là, qui restent encore aujourd'hui. Comme Centraide, j'ai dit qu'ils continuent à aider en général là, les sociétés qui ont besoin. Mais c'était ça. Fait que moi, en ayant fait de la JEC, puis de la JO aussi. Jeunesse étudiante, ouvrière. Oui, puis jeunesse ouvrière, puis jeunesse étudiante, puis ces cours-là. Ensuite de ça, j'ai cheminé dans dans Caritas Trois-Rivières, le Conseil régional de bien-être. À un moment donné, CKTM-TV nous avait approchés pour participer au Noël du pauvre. Alors, j'ai apporté une très grande participation à ce niveau-là, mais ça restait à l'intérieur aussi de mon travail, ça. Fait que, mais j'ai trouvé ça assez... c'était bon, mais c'était quand même aussi très... C'était un gros travail d'organisation. C'était un travail d'organisation, puis ça demandait aussi beaucoup personnellement, parce que, j'ai dit à ce moment-là, on devait aussi investir au point de vue sentiment et peut-être essayer d'équilibrer tout ça, pas se laisser emporter par la vague, parce que là, vous regardiez ça, vous dites « Oh, mon Dieu, c'est affreux, ça, c'est effrayant. » Oui, j'imagine le travail de sélection devait être assez délicat à réaliser. Oui, le travail de sélection se faisait à partir de nos bureaux. Ah oui. Puis ça fonctionnait par numéro, mais nous autres, on possédait quand même le code du nom de la personne. Oui, puis vous évaluiez les besoins réels. Les besoins réels de chacun. Il fallait évaluer financièrement aussi. Ah bien, tout va ensemble, hein? Oui. Alors, à partir de là, c'est ça. Je me suis occupée aussi des cours de préparation au mariage. Bon. Et puis, ceux qui m'écoutent et qui me connaissent doivent dire, ben, tu sais, célibataire, là. Mais j'ai participé à ça, puis j'ai eu beaucoup d'agréments à le faire, puis j'ai eu beaucoup aussi de plaisir à voir évoluer les gens. C'était pas comme aujourd'hui. Mais ces cours de préparation au mariage étaient obligatoires? Non. Non, c'était sur une forme libre. Mais les couples venaient s'ils le voulaient. Mais à l'intérieur de ça, il y avait 13 cours ou 14 cours
qui s'échelonnait sur différents sujets. Que vous ne donniez pas tous ces cours? Non, vous on allait chercher les conférenciers. Quel était votre sujet, Mme Baudouin? Moi, je n'avais pas de sujet, j'étais animatrice. Vous étiez animatrice, mais dans quel sens? Dans l'animatrice, moi, j'allais d'abord, premièrement, réunir tout ce monde-là, trouver les locaux nécessaires pour répondre aux besoins de ces gens-là, trouver les conférenciers, apporter ah oui. tout le bilan, puis ça, c'était bénévole. C'était réellement bénévole, j'avais aucune chose. Ensuite de ça, bien là, j'ai participé aussi, qu'on appelait dans ce temps-là, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, la parade des dissous. Ah, ça s'adressait aux hémophiles. C'était local, ça, ici. Et de quelle façon participiez-vous? Ah, là, j'étais secrétaire. Recrutement? Non, j'étais secrétaire. Les autres s'occupaient de ramasser les sous. Je n'ai pas toujours quitté. Non. Parce que comme dans la JOC ou ces choses-là, on a fait beaucoup d'organisations comme aider l'Université Laval pour essayer de ramasser des fonds ou des choses pour faire des affaires pour les enfants à Noël, faire des arbres de Noël. C'est des trucs d'affaires comme ça. Mais là, je vous entends parler, vous avez toujours été en contact avec les besoins sociaux. Oui. Vous avez été beaucoup en contact avec les personnes aussi. Oui, oui. Et puis, votre travail a continué. Vous m'avez parlé de l'hôpital Sainte-Marie. Oui, à un moment donné, c'est ça. Infirmière visiteuse aussi, vous avez travaillé dans le milieu. Là, c'est ça. J'ai dit à un bon coup, j'ai laissé Caritas Trois-Rivières et de toute façon, on s'en allait vers Centraide ou ces choses-là. Alors, moi, j'ai appliqué pour un autre poste et puis j'ai été travailler aux infirmières visiteuses, qu'on appelait dans ce temps-là. C'était un organisme connu de moi puisqu'il était déjà subventionné par la Fédération des œuvres, mais c'est devenu subventionné par le gouvernement. Ah. C'était para-gouvernemental qu'on appelait à ce moment-là. Et vous restez dans le même domaine, là? Là, j'ai continué dans le même domaine, le domaine de la santé. Et puis, finalement, je me suis réveillée à l'hôpital Sainte-Marie à cause de l'intégration dans les CLSC et ces choses-là. C'était un autre cheminement. Puis moi, je m'étais toujours dit, je n'irais jamais travailler en centre hospitalier. Je détestais ça. Parce que je vous dire que, comme je vous disais tout à l'heure, la vie nous mène, sans qu'on le veuille souvent, sur des chemins d'évitement, puis on est obligé de prendre malgré nous. Mais la retraite, pour vous, c'était pas un chemin d'évitement, hein? Non, la retraite... Vous saviez que ça allait venir, là? Bien, ça, je te dis que je savais que ça allait venir parce que je le voulais. Vous le vouliez? Et oui, là, à un moment donné, je le désirais parce que c'est beau, ça, de toujours être sur le marché du travail, puis de se donner, puis il y a quand même la famille aussi qui est là, avec qui on doit continuer à partager, et qu'on côtoie continuellement, puis qui est très vieillissante aussi. J'ai dit à ce moment-là, on doit quand même en tenir compte. C'est des choses comme ça. Fait que la retraite, un bon coup, tu dis oui. Oui, je la veux. Parce que j'ai besoin, moi, de vivre pour moi. Parce que j'ai dit, tant que vous travaillez, vous ne vous appartenez pas, on appartient aux autres. Aux autres, au travail, à la société. Au travail, c'est ça. Puis j'ai dit, vous êtes obligé de fonctionner à l'intérieur des cadres continuellement. Vous n'avez pas à en changer tellement, parce que les normes et les règles sont établies, vous avez à suivre. Mais ça ne doit pas vous donner un choc émotionnel là, du jour au lendemain. J'ai 2000 heures, disait M. Terrien devant moi. C'est énorme, 2000 heures. Qu'est-ce que vous en faites, vous, Mme Baudouin? Qu'est-ce que vous avez... Comment avez-vous commencé la vie là-dedans? Bien là, j'ai commencé comme j'avais terminé un bon coup. Je me suis approchée de l'École des années pour suivre des cours. Et puis, M. Jean-Guy m'appelle, puis il dit « Madame Baudouin, on aurait besoin de... » Bon. Il dit « Bien, je vais aller voir, Mais vous ouvrez la porte, puis vous entrez. » C'était il y a longtemps? J'ai fait 4 ans, là. 4 ans comme professeur? Non, j'ai pour l'École des années comme bénévole à ce moment-là pour participer à la programmation de l'École des années. Là, c'était tout à fait autonome, c'était tout à fait... Mais c'était... Je revenais quasiment aux sources, comme quand je faisais de la JOC ou des cours préparation mariage. Pour moi, ça semblait ça. Et puis, c'était une participation complète, là. C'était la personne elle-même qui voulait être là. J'ai dit, là, c'était pas comme dans le milieu du travail. Là. Non. Vous acceptez ou vous prenez à la porte, un des deux. Alors, si je comprends bien, avec M. Gay, au tout début, vous avez structuré les programmes. On a commencé à structurer les programmes. La première chose que je me rappelle, c'est qu'il avait demandé qu'on trouve des fonds pour la piscine. Là, vous la reconnaissez, là.
Fait que moi, je dis, l'histoire d'aller quêter, là. Fait qu'une madame m'a dit, moi, je suis bonne, je vais faire ça. Je dis, vas-y. Et voilà pour les fonds. Et voilà pour le fond. Après ça, bien là, on a fait les nouveaux horizons, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des argents pour pouvoir promouvoir nos programmes à l'intérieur de ça, pour pouvoir aller chercher des conférenciers, pour pouvoir avoir de meilleurs cours, pour pouvoir aussi aller à l'extérieur, pas juste demeurer central ici, parce qu'en fin de compte, on fait partie de la région 04. Fait qu'à partir de là, j'ai dit, il a fallu fonctionner, on a demandé au gouvernement, ils sont venus nous rencontrer, on a établi nos besoins, et à partir de ça, une forme de participation. Fait que là, l'évolution, après ça, là, il est devenu un cours de leadership où j'ai rencontré M. Terrien, pas M. Non, M. Terrien de tantôt. M. Terrien. Alors là, à partir de là, il y a eu un cours de leadership, puis dans le cheminement, c'était de faire une corporation pour ça. Mais l'école des aînés reste pour l'école des aînés. Puis j'ai dit, il ne faut pas que les gens aient peur non plus d'approcher ce niveau de formation-là, parce que j'ai dit, il y a autant comme du tai chi ou de l'aquaforme ou des choses comme ça, c'est autant pour le corps que ça peut être pour l'esprit. Que pour l'intellectuel, oui. Vous pouvez prendre des cours d'ordinateur, comme j'ai fait, vous vous amusez follement à jouer à ça. Oui, parlez-nous des cours que vous... Pré-retraite, avez-vous pris ce cours de pré-retraite? Moi, je l'avais suivi ailleurs. Je l'ai suivi ailleurs. Je l'ai suivi dans mon milieu de travail, aux choses à l'hôpital Sainte-Marie, ça nous était offert. Mais c'est une vie toute active, trépidante que vous avez dû avoir. Bien, c'est-à-dire que je pense même que je suis la femme qui ne peut pas arrêter. Qui ne peut pas arrêter. J'ai le besoin, mais des fois, je me dis c'est trop. Tu sais, je devrais m'arrêter et penser beaucoup plus à ma vie personnelle ou à moi ou à ce que je suis. Oui. Et puis, c'est ça, j'essaye de... Prendre un petit moment de solitude, comme disait M. Terrien tout à l'heure. Quand je prends mes moments de solitude, je fais mon ménage. Comme toute bonne femme au foyer. C'est pas tellement propice à la réflexion. Bien, c'est encore curieux. Quand vous passez l'aspirateur, de quoi vous passez? Vous avez à passer à autre chose que nier. Mais vous m'avez parlé, vous continuez à prendre des cours, hein? Ben oui, vous êtes surchargé. Qu'est-ce qui vous intéresse, là, présentement? Bien, j'aime bien aller du côté de la psycho, puis j'aime bien aller du côté, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien aller aussi du côté des sports. Parce que j'ai pratiqué des sports, là, comme le tennis. J'ai pas joué au hockey, mais dans le cours d'école, j'ai joué au baseball, au grand désespoir de ma mère. Qui ne voulait pas, puis que nous autres, on avait beaucoup de plaisir à faire. J'ai fait du ski, puis, tu sais, j'ai beaucoup participé, puis je trouve qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de marches aussi, puis j'ai besoin de ces activités-là. Pour équilibrer, parce que physiquement, je me dis, je ne peux pas arrêter. Je fais de la culture physique aussi. Puis, parce que j'ai dit, si on arrête, en tout cas pour moi, personnellement, je ne veux pas engager personne d'autre. J'ai dit, pour moi, personnellement, j'ai besoin de bouger comme ça physiquement aussi, pas juste mentalement. J'ai besoin de lire, j'ai besoin de me ressourcer au point de vue spirituel, au point de vue intellectuel, mais j'ai besoin aussi physique. Oui, vous évoquez le côté spirituel qui vous vient de votre famille, là, finalement. Oui. Je pense qu'on pourrait terminer cet entretien en vous demandant qu'est-ce que ça représente en 95 pour vous. Le côté spirituel, ça a tellement changé, hein, ça a tellement évolué, ça aussi. Bien, je vais dire comme une phrase que j'ai lue dernièrement dans des lectures que je faisais. La madame qui avait 80 quelques années, qui écrivait, a dit, il faut peut-être détruire Dieu pour retrouver Dieu. Pour retrouver Dieu. Fait que moi, je me dis, on vit dans une ère, dans un moment peut-être psychologique très pénible. Puis, peut-être je suis trop philosophe de nature, mais je me dis, c'est pas tout le monde. Encore là, c'est pas tout le monde. C'est pas tous les jeunes, c'est pas tout le monde qui est méchant. Non. Mais je dis, les journaux ou les médias mettent tellement l'accent là-dessus qu'on s'imagine que là, la Terre est après à sauter. Alors, on va essayer, pas de détruire Dieu, mais on va essayer de retrouver Dieu pour continuer à vivre dans l'amour, comme disait M. Terrien tout à l'heure. Oui, parce que je me sens entourée beaucoup, très profondément d'affection. J'aimerais vous entendre continuer dans ce domaine-là, madame, mais nous avons notre compagnon ici.
qui lui aussi, je suis sûre, aimerait parler un peu. N'est-ce pas, M. Boursier? Non, je ne dirais pas ça. Je le voyais, je le voyais. Il brûle d'envie de parler. Bon, d'abord, M. Lemaire, Boursier, c'est un nom assez rare que vous portez, là. Oui, les origines sont de Châteauguay, les ancêtres de Bretagne. Mais toute la famille des Boursiers provient de Châteauguay. D'ailleurs, j'ai encore un petit cousin qui est là, qui était très omniprésent. Il s'appelle Jean Bosco Boursier. Il est maire de la ville de Châteauguay comme tel. Bon, alors, vous êtes vraiment originaire de là-bas, sauf que vous êtes né à Trois-Rivières. Moi, je suis né à Trois-Rivières. J'ai été élevé au Cap-de-Madeleine. Bon, c'est pareil. On est deux bons capiers. Puis, votre famille était légèrement plus petite que celle de Oui, nous étions Madame seulement Baudouin, 4 enfants comparés à 13 pour Mariette. C'est deux garçons, deux filles. J'ai vécu mon enfance ici au Cap-de-Madeleine. J'ai été dans les cadets de l'air au début. J'ai fait de la JEC. Ah, vous aussi? Oui, j'étais... C'est la journée des militants. J'aimais être en groupe, là. Et évidemment, la JEC, c'était une place pour être en groupe. C'était socialisant, pour employer un terme de Mariette. Là. Et les principes étaient... Puis les cadets de l'air étaient la même chose. Mais les cadets de l'air, ça avait un autre aspect. Il y avait l'aspect discipline que j'ai toujours... Vous aimiez la discipline? J'aimais la discipline. D'ailleurs, les cadets de l'air m'ont fait développer un goût spécial pour l'aviation, ce qui m'a même porté à choisir une carrière de pilote de ligne. C'était le rêve de ma vie, ça, être pilote de ligne. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, là, mais... ça aurait pu? Ça aurait pu se passer comme ça. Vous avez fait l'école? Je suis allé à l'école des officiers, puis j'ai fait un cheminement à travers l'aviation pour finalement aboutir dans les ports de papier. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui a changé l'orientation? Bon, l'orientation a été changée par rapport à une chose très simple, c'est qu'en 1951, quand j'ai fait... non, c'est-à-dire avant ça, en 1949, quand j'ai rentré dans l'aviation, on exigeait une vue parfaite, ce qu'on appelait une vue 20 sur 20. Puis évidemment, moi, j'avais un défaut de vision que je ne savais pas, que j'ai découvert là, c'est que je souffrais d'astigmatisme. Évidemment, en souffrant d'astigmatisme, on a dit, tu ne peux pas piloter, tu ne peux pas porter de verre correcteur, donc pas question d'être pilote. Donc, on m'a relégué au stage de navigateur. Évidemment, la navigation aérienne, ça m'intéressait, mais pas... C'était pas ça qui était le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était de devenir pilote de ligne. Donc, j'ai pas fait longtemps là-dedans. Puis, je suis revenu dans ma ville natale. Là, j'ai dit, mon père a bien réussi dans l'industrie des pâtes de papier. Pourquoi que moi, je réussirais pas bien? Fait que j'ai pris l'exemple de mon père. Puis je me suis inscrit à l'école de papeterie, puis j'ai fait un cours à l'Institut de papeterie. Et c'est là que vous avez passé votre vie? J'ai passé toute ma carrière dans les pâtes de papier. J'ai voyagé beaucoup avec les pâtes de papier. J'ai vécu à Ville-de-la-Baie. Ma famille a été transposée à Ville-de-la-Baie à un moment donné. Puis je suis revenu à Grand-Mère, puis à Shawinigan, puis au Cap-de-Madeleine, finalement, pour finir ma carrière à Grand-Mère. Entre-temps, vous avez rencontré une dame, une jeune fille, qui s'appelle Madeleine, d'ailleurs. Elle s'appelle Madeleine, ah oui, puis j'ai fait ma vie avec. On est encore ensemble. C'est un honneur. Ah, surtout dans le contexte actuel, souvent, on entend des choses. Absolument. Mais ça fait 37 ans, puis ça va très bien. Puis c'est une compagne de tous les jours qui a été très compréhensive, parce que je suis un homme actif, puis qui travaillait beaucoup. Surtout, je me dis, quand je prends une tâche, je me dévoue beaucoup à cette tâche. Puis souvent, les autres en souffrent un peu. Puis je voyageais, quand j'étais dans l'industrie, je voyageais beaucoup en Europe et en Scandinavie. Et la famille attendait. Et puis la famille attendait. Mais eux, ils étaient dans la croissance. Évidemment, ils étaient très occupés à leurs études. 4 enfants. Hein? 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, comme mon père et ma mère. Puis... pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'usine où j'étais en voyage. Fait que
Madeleine était prise avec la grosse tâche. Mais Madeleine était là, elle vous remplace, elle vous Oui, attendait. puis très, très bien pas. C'est ça, hein, le bonheur conjugal, je pense. C'est basé sur une foule de compromis, puis elle en a fait, puis j'en ai fait. Et elle a été, sa grosse part a été à l'éducation des enfants. Puis, à partir de ça, j'ai fait toutes sortes de choses. Bien, avez-vous fait, qu'est-ce que c'est toutes sortes de choses, au fond, quand on a 4 enfants puis qu'on travaille, là? Du bénévolat, de l'engagement? Ça, le bénévolat, c'est venu plutôt sur le tard. J'en ai fait un peu au niveau paroissial à Port-Alfred. Quand j'étais à Port-Alfred, ma tâche m'a permis à un moment donné, là, d'accepter du bénévolat. Donc, j'ai accepté d'être marié à la paroisse Saint-Édouard de Port-Alfred. J'ai été marié jusqu'à temps que je quitte la ville lorsque j'ai été transféré, que j'ai été muté à Grand-Mère. Mais j'avais commencé un peu de bénévolat là, mais c'était pas là. Le vrai bénévolat, je l'ai commencé vers l'âge de 55 ans. Parce qu'à l'âge de 55 ans, moi, la retraite, je commençais. Vous la vouliez. Là, je la voulais, mais je voulais aussi qu'elle soit préparée. Oui. C'est ça qui était pour moi, la préparation, c'était important. C'était une préparation financière ou? Il y avait de la préparation financière, mais aussi il y avait une préparation psychologique. Là. Puis il avait été important aussi d'établir certaines choses avec Madeleine, à l'effet que si elle était prête à me recevoir, parce que c'est important. Oui. Il y a des femmes qui ne sont pas nécessairement prêtes à recevoir leur époux. Parce qu'en fait, il y a une chose que Madeleine dit à l'occasion, c'est que elle ne me connaissait pas et je ne la connaissais pas à fond. Parce que si on regarde le cheminement d'un homme de carrière comme moi, c'est qu'il n'est pas souvent à la maison. Le temps qu'il passe à la maison, c'est pas extrême. Là. Je travaillais à peu près 10 heures par jour lorsque j'étais à l'usine. Puis souvent 12 heures, souvent 20 heures. Donc, il y avait des périodes là, réellement creuses où je ne voyais pratiquement pas les enfants. Je voyais pratiquement pas Madeleine. Ça fait que on se connaissait pas réellement. Mais quand on tombe 24 heures sur 24 ensemble, là, c'est pas la même chose. Alors là, vous vous êtes mis d'accord, là, tu m'acceptes? Bien là, je me suis mis d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, est-ce que quand es-tu prêt à me recevoir? Quand je peux? Ça. Puis, fait que là, on a commencé à parler de ça. On a dit, OK, moi, j'ai dit, je vais prendre ma pension vers 60 ans, 59, 60 ans. Finalement, je l'ai pris à 59 ans. Mais je me suis préparé d'avance à ça. On s'est préparé en disant, qu'est-ce que je vais faire, mais que je prenne ma retraite. Fait que là, j'ai commencé tranquillement à faire d'autres bénévolats. Je me suis impliqué encore au niveau de la paroisse, au niveau de la liturgie. Madeleine et moi, tous les deux, on a fait de la liturgie paroissiale. Ça nourrit le côté spirituel dont évidemment. Puis, ça nous tenait occupés. Puis, on disait, OK, quand on sera à la retraite, on pourra continuer peut-être à faire des choses semblables. Puis, effectivement, j'ai été réélu marié à la paroisse Sainte-Bernadette du Cap-de-la-Madeleine. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui travaillait. Ça fait que ça me tenait occupé, puis ça me préparait. Fait que lorsque j'ai pris ma retraite, le passage serait plus doux parce que je serais encore actif. Puis il y avait un autre projet que je caressais aussi, ça faisait longtemps ça, que je pensais à ça. J'ai dit peut-être que en la retraite, je ne sais pas si ça serait possible que j'apprenne le piano parce que j'aime beaucoup la musique. Une vocation tardive. Puis, il me semble que le piano, j'aimerais ça apprendre ça. Puis ça tiendrait mes neurones en fonction, en activité, parce qu'il faut continuer à faire marcher ça, ces choses-là, si on ne veut pas... oui, bien d'accord. Si on ne veut pas geler là. Non. C'est pour que ça rouille, justement, comme tu m'as dit. Donc, le projet de piano était toujours là. Puis, à un moment donné, à 58 ans, je circulais à Shawinigan, je suis allé... dans une vente, puis j'ai passé dans un magasin chez Philippe Filion, là, sur la 5e. J'ai dit, il faut que j'aille m'acheter un disque compact. Fait que je suis rentré là pour acheter un disque, puis je suis sorti avec un piano. C'est bizarre, mais la suite dans les idées. C'était tout de même dans le même domaine. Aviez-vous consulté Madeleine
Oui, ça, c'est ça. Ben, elle, piano dans une maison. Elle était d'accord. Elle dit, oui, elle dit, ça serait le fun. Puis moi, c'était curieux parce que je me disais, un piano, hein, il me semble que c'est une grosse affaire, un piano. C'est très beau, mais pour ceux qui sont à côté, des fois. C'est ça. J'ai dit, si j'apprenais le piano, elle était d'accord avec ça. On avait parlé, ça faisait longtemps que je mijotais ça. Puis, je pensais pas que c'était pour se réaliser. Mais là, j'ai pris la décision, j'ai vu le piano, j'ai tombé en amour avec le piano, j'ai acheté le piano. Puis graduellement, j'ai commencé à apprendre le piano. J'avais aucune notion. Mais vous étiez mélomane, par contre. Oui, j'écoutais la musique, oui. J'aimais la musique. Il faut. Puis j'allais au concert. Puis là, j'ai commencé à apprendre le piano. Puis ça va bien, ça fait marcher les neurones. C'est beaucoup de pratique, par exemple. Oui. L'été, je prends une période de récréation là, de 2-3 mois, mais je recommence en septembre avec les activités. Quand les activités reprennent, avec la rentrée, moi, je rentre au piano. Je recommence le piano. C'est très bien, un peu. Ben, disons que pendant l'été, probablement, vous jouez ce qui vous tente. Ben oui, c'est ça. Pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Là. Puis en septembre, lorsque je commence avec le professeur, ben là, je suis ses directives, puis j'essaie de pratiquer 1 heure par jour. Mais le piano, ça vous aide aussi, m'avez-vous dit, parce que vous souffrez d'acouphènes. Oui, je souffre d'acouphènes depuis 11 ans. Là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les bruits d'acouphènes, c'est des bruits insolites qui sont dans la tête. Là. Il y en a des subjectifs puis des subjectifs et des positifs, je pense, quelque chose comme ça, là, en tout cas. Mais ces bruits-là, évidemment, c'est un handicap. Là. Moi, dans mon cas, j'entends tout le temps des sifflements. Je suis à la fréquence de cigale, pratiquement. Fait qu'à un moment donné, ça, il faut défocusser de ça. Puis par le piano, un autre son. Le piano émet un son, donc ça couvre, puis ça déplace le centre de concentration. Au lieu de concentrer sur les acouphènes, on essaie de concentrer du moins sur le piano. J'aimerais qu'on souligne aussi rapidement qu'il existe une association. Oui, le Regroupement québécois pour les personnes dont souffrant. vous faites partie. Je suis la personne ressource pour la région 04. Parce que c'est une chose assez répandue qu'on ignore. Oui, il y en a 600 000 au Québec, puis il y en a 60 000 qui sont officiellement répertoriés. Alors là, cette association, ça fait partie de votre vie? Je vais toujours demeurer avec ça. Même si je veux prendre une année sabbatique dans le bénévolat, pour me dévouer à nous deux, là, pour se concentrer sur nous deux. Là. À un moment donné, je pense que là, ça fait presque 10 ans que je fais du bénévolat en continu. Donc, peut-être qu'au niveau des acouphènes, on a beau dire que le bénévolat n'apporte pas de stress, ça apporte une forme de stress. Surtout si on veut se consacrer à la tâche d'une façon intensive, ça apporte du stress. Évidemment, le stress, ça cause des acouphènes, puis les acouphènes causent du stress. Donc, moi, j'aimerais à un moment donné, là, pour l'an prochain, là, le projet est précis, là, je me retire du bénévolat. Je regarde seulement sabbatique, là? Pour une année sabbatique, pour voir si ça peut améliorer ma condition au niveau des acouphènes. Un peu plus de repos, là. Un peu plus de repos, puis un peu plus s'occuper de nous deux, un peu, là. J'allais vous demander, madame a l'air aussi impliquée que vous, là, présentement. Oui, elle fait du bénévolat. Comme ce matin, elle est occupée, là, à la paroisse, elle joue à la secrétaire à la paroisse. Là. Elle remplace une personne là, qui est en congé. Elle fait ça à tous les jeudis matins. Là. Elle va faire son 4 heures, son 3 heures, c'est-à-dire de bénévolat. Mais vous devez bien vous garder des temps, là, juste Oui. Nous autres, on va au concert. Comme cet été, on a voyagé ensemble dans la province. Là, on sommes allés au Festival de Lanaudière, au Festival de Saint-Irénée, au Domaine Forget. On suit ces choses-là. On fait des voyages ensemble. Puis on fait de l'aquaforme. Si on parle de l'école des aînés, l'école des aînés, pour nous, c'est important parce que ça nous a amené à l'aquaforme. Puis l'aquaforme, pour nous, c'est... Puis vous faites ça ensemble? On le fait ensemble, puis c'est qui est regrettable, parce qu'il y a très peu d'hommes qui participent à l'aquaforme. Sur 20 personnes, il y a à peu près 3 hommes. Puis moi, je trouve que quand on vieillit, c'est très important de se tenir en bonne forme physique. Regardez Mariette, comment est-ce qu'elle s'est en bonne forme physique. C'est un exemple vivant. C'est un exemple vivant. Elle est sereine. Puis je pense que la forme physique
apporte la sérénité. Parce que c'est ça qui est important en vieillissant, c'est d'essayer de maintenir une certaine sérénité. Alors, c'est très important pour vous, ce point-là. Ah, ça, c'est très, très important. Puis cette sérénité-là, vous ne pouvez pas l'atteindre si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Donc, c'est très important de maintenir une bonne forme physique, puis avoir quelque chose qui vous maintienne mentalement. Oui. M. Terrien a fait il a donné l'exemple de la santé mentale et la santé physique. Moi, je pense que c'est essentiel en vieillissant de maintenir une bonne santé mentale et surtout une bonne santé physique. Parce que si vous n'êtes pas en forme physiquement, vous avez des chances d'avoir des difficultés au niveau mental. Ça mine vos émotions, puis ça mine votre psychique. Et puis, pour vous, finalement, quand on est en bonne santé et physique et mentale, quand un coup dur inévitable arrive, c'est plus facile à prendre. C'est plus facile à prendre, c'est ça. Alors, je vais vous laisser le dernier mot parce que nous arrivons déjà à la fin de notre entrevue qui a été assez brève. Vous aviez envie de parler? Oui, bien moi, ce que je dirais comme dernier mot, c'est que la retraite, c'est quelque chose qui se planifie. Si les gens qui veulent prendre leur retraite, il faut qu'ils pensent avant. Il ne faut pas qu'ils décident aujourd'hui, demain, je prends ma retraite. Bang, c'est pas comme ça que ça se fait. Je pense qu'il doit y avoir une bonne planification. Une bonne planification doit être faite, puis être d'accord avec sa conjointe. C'est ce point-là que je trouve merveilleux. Là, vous avez pensé que ça pourrait ne pas être son moment. Malheureusement, c'est un fait, c'est ponctuel ce que je dis. C'est qu'il y a des conjointes qui ne sont pas prêtes à recevoir leur homme. Parce qu'elle aussi, c'est un bouleversement. Parce que souvent, ces personnes-là ont des activités, puis elles ne veulent pas que ces activités soient chambardées. Mais c'est une chose auquel on ne pense pas, que la femme a sa vie aussi perturbée. Parce que j'imagine... Quand le conjoint arrive... Le conjoint est là 24 heures sur 24. Oui, c'est comme 30-40 ans à l'extérieur, puis il arrive 24 heures. C'est comme moi, quand j'ai pris ma retraite, il avait été décidé que les tâches ménagères, c'est moi qui ferais ça. Bon, alors, on va dire que la retraite, c'est comme le mariage. Je pense que M. Boursier a suivi des cours de... J'ai suivi les cours de pré-retraite. Des cours de cuisine, disons, là, c'est ça? Oui, j'ai suivi les cours de cuisine aussi. Bon, eh bien, on est obligé d'arrêter sur les cours de cuisine. Oui, merci tous les deux d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci infiniment. Pendant que la Cour regagne ses places, j'invite le troisième accusé de l'après-midi à venir à la barre des témoins. Il s'agit de Mme Sylvie Gélina, qui est copropriétaire des pharmacies Jean Coutu. Elle est accusée des chefs d'accusation suivants: donner le mauvais exemple ainsi que stresser ses employés. Voici donc Mme Sylvie Gélina. La Cour est ouverte. OK, c'est à vous autres. Auprès du micro. Oui, bonjour, madame. C'est à moi que vous parlez, là. Oui. Nom, prénom, occupation. Gélina Sylvie, je suis pharmacienne, copropriétaire de la pharmacie Jean Coutu aux Galeries du Cap. Faites attention à Julie, des fois? Oui. Toujours. OK. C'est sa fille, Julie. Elle travaille chez nous. OK, c'est à vous, monsieur de la Couronne. Votre honneur, comme je disais tantôt, il n'y en aura pas de facile, et surtout pas cette dame. Un exemple, un contre-exemple de notre société contemporaine, votre honneur.
Un contre-exemple pour ses employés, un bourreau, un despote. C'est à ça qu'on a affaire et je vais le prouver, votre honneur. Voici. Premier chef d'accusation. Et les chefs d'accusation se résument en ceci. Donner le mauvais exemple. Et deuxième chef d'accusation, stresser ses employés. Madame Gélina, dit-on, est en amour.